La laïcité de l'État indiquée par l'article 2 de la Constitution est remise en cause par les observateurs suite à l'intervention des politiciens et du président de la République dans les affaires religieuses. L'aventure de Miss Jeunesse continue. Après leur séjour dans la capitale, Miss Jeunesse World a découvert Tamatave la semaine dernière. Un mini-sommet sur la crise migratoire réunit lundi à l'Élysée les dirigeants de 7 pays africains et européens afin de faire le point et d'harmoniser les positions sur ce dossier souvent source de tensions. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité, la laïcité de l'État, indiquée par l'article 2 de la Constitution, est remise en cause par les observateurs suite à l'intervention des politiciens et du président de la République dans les affaires religieuses. Fezou Rafali. Les églises membres du FFKM ont récemment effectué des rencontres nationales intermembres, à savoir la FLM, qui a effectué son 71e réunion annuelle à Farimane, la FJKM, qui a ouvert ses 50 ans à Antiranan, ainsi que les rencontres annuelles entre les associations de chrétiens, ou encore la 2e édition des Journées nationales des enfants catholiques et encore d'autres étaient au programme. En parallèle à ces événements, les politiciens en profitent pour réaliser une propagande déguisée, comme font l'ancien et l'actuel président de la République, en publiant des communiqués de presse en rapport à ces voyages religieux. De ce fait, la laïcité de l'État, que l'article 2 indique dans la Constitution est remise en cause par les observateurs. L'article 2 stipule que la laïcité de la République repose sur le principe de la séparation des affaires de l'État et de ses institutions religieuses et de leurs représentants. L'État et les institutions religieuses s'interdisent toute immixtion dans leurs domaines respectifs. La question se pose, l'Église est-elle instrumentalisée ? Par ailleurs, de nombreuses lois sont également bafouées dans le pays, pour évoquer que du préambule qui stipule que les facteurs du développement durable sont conditionnés par le respect et la protection des libertés et droits fondamentaux, l'instauration d'un état de droit en vertu, duquel les gouvernants et les gouvernés sont soumis aux mêmes normes juridiques, sous le contrôle d'une justice indépendante, l'élimination de toutes les formes d'injustice, de corruption, d'inégalité et de discrimination, la gestion rationnelle et équitable des ressources naturelles pour les besoins du développement de l'être humain, la bonne gouvernance dans la conduite des affaires publiques grâce à la transparence dans la gestion et la responsabilisation des dépositaires de la puissance publique, ce sont quelques lois inscrites en préambule de la Constitution. Cependant, leur application reste incertaine. Toujours dans ce contexte, le ministre sortant auprès de la présidence chargé des projets présidentiels, de l'aménagement du territoire et de l'équipement s'entend bien avec le président de la République, a-t-il affirmé ce jour. Les regards se tournent actuellement sur le nouveau ministre Ramanansou Benzamin pour accomplir les missions confiées à son prédécesseur. Les détails dans ce reportage de Youn Nassen. La suite de la construction du village Voir, prévu pour accueillir les participants au sommet de la francophonie de l'année dernière, et l'affermissement de la route reliant Ivat et Soavmaswanj, telles sont les raisons supposées par les observateurs du remplacement du ministre auprès de la présidence, chargé des projets présidentiels, de l'aménagement du territoire et de l'équipement, Narson Rafidmanan. Toutefois, ce dernier a expliqué que d'autres tâches l'attendent encore. Je fais toujours partie du bureau national du parti HVM. Pas comme les autres, nous acceptons tout défi. C'est le président de la République qui nous a nommés à ce poste. Il a aussi le droit de nous enlever à ce poste si c'est jugé mieux pour le pays. Nous allons aussi attendre de nouvelles responsabilités, telles qu'elles soient.
Nous attendons les consignes du président de la République. Les regards se tournent ainsi vers le nouveau ministre pour affronter ce défi que le ministre sortant n'a pas réussi à relever. Le gouvernement se veut être de combat. Jusqu'ici, la population, comme tout observateur, attend de quel combat s'agirait-il? Est-ce le combat contre la pauvreté, contre l'insécurité ou contre quel mal qui sévit dans le pays? Également dans l'actualité, le code minier en attente. La formalisation de ce secteur est plus que nécessaire pour le pays. Le représentant résident du FMI à Madagascar a martelé ce jour la révision des textes liés au code minier et a également évoqué le code pétrolier durant sa rencontre avec le ministre des Mines et du Pétrole, Manoura Nefson. La refonte du code minier est l'une des priorités du plan national de développement fortement édicté par le gouvernement. L'actuel code minier a été rédigé en 1999 et ne répond plus aux aspirations du plan national de développement de nos jours. Aucun effort émanant de l'État dans le secteur minier, surtout concernant le code minier, n'a été constaté. Aucun changement n'est également constaté au niveau de l'environnement des investissements miniers et les retombées du secteur sur la société. Donc comme vous savez, le ministère est en train de revoir les textes, que ce soit la loi sur les mines, la loi sur le code minier et le code pétrolier. Et donc c'est surtout l'assistance technique de la Banque mondiale qui aide là-dedans. Mais nous, on a aussi bien sûr notre expertise dans ce secteur-là. Et conjointement avec la Banque mondiale, on appuie le ministère dans les avancements. Donc c'est plus ou moins, je dirais, c'est un des secteurs dans lesquels on soutient le ministère. L'autre secteur, c'est justement dans les statistiques. Donc avec l'aide de l'Instat et le cadastre, on essaie de voir quels sont les secteurs, quels sont les sites dans lesquels on peut mieux investir et quel sera le retour sur la croissance économique aussi. Le secteur minier sera l'un des piliers de l'économie malgache en 2024 par les retombées produites prochainement sur le plan national et au plan local, selon une projection de la Banque mondiale. En attendant, des exploitants manquent encore de professionnalisme dans le secteur minier. Toujours dans l'actualité, le quartier de 67 hectares nord-ouest a subi une coupure de l'électricité pendant 4 jours. Cela a incité les habitants à faire une grève, une coupure conséquente pour ce quartier selon les riverains. Narine Djamaïf. Les résidents dans le quartier de 67 hectares nord-ouest se plaignent de la coupure de l'électricité qui a ravagé le quartier pendant 4 jours. Le délestage a causé des pertes conséquentes pour les consommateurs. La coupure a débuté jeudi dernier et le courant est revenu lundi matin. Les revenus sont au minimum. Notre marché en subit les conséquences. La perte est d'environ de 100 milliards. Une lésion du transformateur était la cause du délestage. Du coup, les habitants ont fait une grève. Le transformateur a été réparé ce matin, d'après les consommateurs. Nous avons fait appel à la Jirama pour qu'il répare le transfo. La réparation n'a été effectuée que ce matin. La cause de la détérioration et les coupures de l'électricité sont surtout liées au vol d'électricité dans ce quartier. Le courant est actuellement revenu après quelques réparations de la Jirama. Dans le reste de l'actualité, l'aventure de Miss Jeunesse continue. Après leur séjour dans la capitale, Miss Jeunesse World a découvert Tamatave la semaine dernière. Gaëtan Andiatslav nous partage des moments forts de ce voyage dans ce reportage. Un voyage organisé par le ministère du Tourisme en collaboration avec Cool TV FM, également le comité Miss Jeunesse World, a permis à la Miss Jeunesse World et la Miss Jeunesse Madagascar d'apprécier la deuxième grande ville de Madagascar, Tamatave, le week-end dernier. En passant tout d'abord par Indasbe, l'une des destinations les plus prisées par les touristes, locaux comme étrangers. Et remets le visage un peu vers nous. Voilà. Voilà. On l'a fait déjà au début. Change de pose. Très chaleureusement, on a bien mangé au restaurant, le personnel était très accueillant et même au niveau de la rencontre avec les Lémuriens, du tour en canoë, c'était vraiment super, on a été très bien accueillis.
comme d'habitude. Tout le monde me parle des Lémuriens et du coup c'était un petit peu le but du séjour, mon petit rêve, et quand on m'a annoncé que j'allais les voir, j'étais super heureuse. Donc du coup j'en ai profité, j'ai dit je veux les toucher, voilà, donc j'avais pas peur. Un shooting photo est également dans le programme, suivi d'un défilé de mode dont elles ont été vivement conviées par les stylistes. Fin de l'aventure à Thomassen, mais Miss Jeunesse Madagascar continue encore sur Cool TV. Charte comme ça. Passons maintenant à l'actualité internationale, crise migratoire. Un mini-sommet sur la crise migratoire réunit lundi à l'Élysée les dirigeants de 7 pays africains et européens afin de faire le point et d'harmoniser les positions sur ce dossier souvent source de tension. Les détails dans ce reportage de France 24. Débarquant sur les plages espagnoles parmi les vacanciers. La péninsule ibérique cet été est redevenue une des principales portes d'entrée vers l'Europe. Nouvelle route pour des populations venues toujours des mêmes pays, Libye, Tchad et Niger. Emmanuel Macron va en recevoir les dirigeants à l'Élysée cet après-midi. Le président de la République défendra sa proposition d'y créer des hotspots, idée qui suscite peu d'enthousiasme du côté des pays africains. Je souhaite que l'Union européenne, mais à tout le moins la France le fera-t-elle, puisse aller traiter les demandeurs d'asile au plus près du terrain. Les pays africains mettront en avant leur action pour couper les routes de l'immigration clandestine. Le Niger estime par exemple avoir réduit de 80% ses flux migratoires et réclame en conséquence une aide financière supplémentaire. Angela Merkel, la chancelière allemande, le Premier ministre espagnol et son homologue italien seront également présents. Ils auront ensuite avec Emmanuel Macron un dîner de travail pour évoquer la question du terrorisme en Europe. Houston, 4e localité la plus peuplée des États-Unis, a été dévastée par des inondations considérables provoquées par la tempête Harvey. Plus de 65 cm d'eau sont tombés dans certaines parties de la ville. Reportage de France 24. Des zones sinistrées à perte de vue. Les hélicoptères déployés par les autorités constatent les dégâts causés par la tempête Harvey. De nombreuses personnes ont été surprises par la montée fulgurante des eaux. Certains habitants ont dû grimper sur leur toit pour être repérés, comme cette femme qui a eu la chance d'être rapidement héliportée. Au sol, les sauveteurs s'activent pour évacuer les habitants. Quelques-uns ont dû se réfugier dans leur véhicule en attendant les secours. Des familles entières fuient leur quartier à pied. Beaucoup sont transportés dans des canots pneumatiques ou des bateaux. Le sous-sol était complètement inondé et l'eau a commencé à monter dans la maison, alors on est sorti avant que ça n'arrive. La maison de mon amie, elle est en ruine. C'est tellement triste parce qu'elle a travaillé tellement dur pour cette maison. Plus de 2000 sauvetages ont pu être réalisés grâce à des milliers de pompiers, de gardes-côtes et de simples volontaires. Les habitants secourus ont été transportés dans des gymnases et d'autres structures pour être mis à l'abri. Depuis vendredi, la ville de Houston et ses environs sont complètement submergés par les eaux. La tempête Harvey est tellement puissante qu'elle a paralysé quasiment tout l'État du Texas. Les inondations de dimanche ont provoqué la fermeture des aéroports, des autoroutes et de certains hôpitaux. Des parties de ces régions vont continuer à être frappées par d'importantes pluies qui vont provoquer encore plus d'inondations dangereuses pour les Texans. Harvey est la pire tempête qui a frappé les États-Unis depuis Katrina en 2005 et la plus puissante qui ait touché le Texas depuis 1961. Avant de nous quitter, un bref rappel des titres. La laïcité de l'État, indiquée par l'article 2 de la Constitution, est remise en cause par les observateurs suite à l'intervention des politiciens et du président de la République dans les affaires religieuses. Et puis l'aventure de Miss Jeunesse continue. Après leur séjour dans la capitale, Miss Jeunesse World a découvert Tamatave la semaine dernière. Et puis Gaëtan Indieslav nous a apporté sur les moments forts de ce voyage. Et puis enfin, un mini-sommet sur la crise migratoire réuni lundi à l'Élysée les dirigeants de 7 pays africains et européens afin de faire le point et d'harmoniser les positions sur ce dossier, souvent source de tension. Fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Bonne soirée à tous sur Cool TV et au revoir.